Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question: est-ce que le narcissique a vraiment changé pour vous? Est-ce qu'il veut vraiment votre bonheur? Donc il s'est rendu compte qu'il vous faisait du mal et maintenant il est désolé de vous avoir fait du mal, donc il décide de changer. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a vraiment changé, il ou elle, hein? Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Sheila et de Marjorie. Si vous avez regardé ma série sur les mères narcissiques, vous connaissez l'histoire de Sheila et de Marjorie. Donc, en gros, Marjorie, c'est la fille et Sheila, c'est la mère. Bon, ici, Marjorie a la vingtaine. Elle en a eu plus que marre de se faire persécuter par sa méchante mère, donc elle, a, elle est partie. Elle a pris son propre appartement et elle vit bien. Un jour, quelqu'un frappe à la porte et c'est sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu une crise économique. Sheila, la mère, a perdu son boulot. Elle ne peut plus payer le loyer. Donc, très gentiment, elle demande à Marjorie si elle peut juste rester quelques jours. Elle va l'aider avec le ménage, les courses et machin. Euh, Elle va être très, très agréable. Donc, gardez cette histoire à l'esprit pendant que je développe ce sujet. Rappelez-vous, Sheila était très, très, très méchante. Je vous invite à regarder ma série sur les mères narcissiques et leurs filles et vous découvrirez quel genre de sorcière cette femme est. L'expression rien ne demeure, tout passe est souvent attribuée à Alphonse de Lamartine. Qui était Alphonse de Lamartine? Eh ben, c'était un poète et un homme politique français du 19e siècle. C'est lui qui apparemment a écrit l'expression rien ne demeure, tout passe. En effet, dans la vie, trop souvent, rien ne demeure, tout passe. Le changement est souvent présenté comme la seule constante dans la vie. Mais la réalité pour certains individus, eh bien, c'est incroyablement difficile de changer certains aspects négatifs de leur personnalité. Donc, normalement, tout change. Mais il y a des gens, certains aspects négatifs de leur personnalité, eh bien, ils n'y arrivent pas à le changer. Malgré la pléthore de messages de motivation encourageants, la croissance personnelle et la transformation, eh bien, la vérité demeure que la majorité des gens résistent au changement. Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner les aspects psychologiques qui sous-entendent cette résistance, c'est-à-dire pourquoi certaines personnes ont du mal à modifier leur comportement. Pour ce faire, nous répondrons à 3 questions. La première question, c'est: quelles sont les motivations psychologiques derrière la résistance au changement? La deuxième question: comment la conscience de soi et la défense de l'ego entrent-elles en jeu dans le processus de changement? Et la troisième question: en quoi l'empathie peut-elle être un catalyseur ou un obstacle au changement? Donc, voyons le premier point. La conscience de soi comme pierre angulaire au changement. Fondamentalement, la capacité de changer dépend du niveau de conscience de soi d'un individu. C'est-à-dire, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont mal agi. Et ils vont dire: oups, là j'ai gaffé, il faut que je change. Mais tout le monde n'a pas ce niveau d'humilité et de conscience de soi. Tout le monde ne va pas reconnaître que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit est un problème. Tout le monde n'est pas prêt à assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont dit. Et plus crucial encore, ces gens-là sont défensifs lorsque vous les confrontez face à ce qu'ils ont fait ou à ce qu'ils ont dit. Une personne véritablement ouverte au développement personnel embrasse la critique constructive, tandis que ceux qui la dévient, qui pratiquent la manipulation ou le déni, signalent peut-être une réticence au changement. Reprenons le cas de Marjorie et de sa mère. Donc, la mère de Marjorie, Sheila, est à la rue. Rappelez-vous, quand Marjorie, depuis le jour où Marjorie est née jusqu'au jour où Marjorie a décidé trop c'est trop, je m'en vais, sa mère n'arrêtait pas de la persécuter. C'était une mère narcissique, une mère méchante, une sorcière. Et Marjorie, elle en a eu marre, elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie faire sa vie ailleurs. Maintenant, Sheila est dans la rue parce que elle a perdu son boulot, elle n'arrive plus à payer ses factures. Donc, elle frappe à la porte de Marjorie et elle demande à Marjorie si elle peut rester avec elle. Et elle promet qu'elle va être gentille, qu'elle va même l'aider, etc. Elle demande pardon: je suis désolée de ce que j'avais fait. C'est vrai que j'étais un peu difficile comme maman. J'étais une maman un peu dure pour toi. Mais tu vois, maintenant je suis à la rue, aide-moi, etc., etc. À votre avis, est-ce que Sheila est sincère?
Non, elle ne l'est pas. Tout à coup, elle semble avoir changé parce qu'il y a un besoin. C'est soit elle demande pardon, entre guillemets, à sa fille, ou elle dort dans la rue. Donc, elle décide de demander, entre guillemets, pardon à sa fille. Comme ça, elle va rester dans la maison de sa fille. Elle va pas dormir dans la rue. Mais est-ce qu'au fond de son cœur, elle reconnaît que ce qu'elle a fait à sa fille, les tortures psychologiques qu'elle a fait subir à cette pauvre enfant, est-ce qu'elle reconnaît que c'était mauvais? Non. Dans sa tête, le narcissique, 98% des cas, c'est très très difficile pour eux d'avoir le niveau d'humilité pour reconnaître qu'ils ont tort. Elle va toujours se trouver une pléthora d'excuses pour excuser son comportement. Considérez la dynamique d'une relation où une personne travaille activement sur son amélioration personnelle et maintenant, imaginez introduire ce défi à quelqu'un complètement inconscient de ses propres lacunes. C'est un peu le cas de Sheila et Marjorie. Marjorie travaille activement sur son développement personnel. Elle essaye d'être une personne bien, elle essaye d'avoir une vie structurée, une vie normale, une vie équilibrée. Mais Sheila, c'est le chaos. Le contraste est frappant entre ces deux personnes, hein. Donc, la conscience de soi, dans ces cas-là, devient un obstacle significatif pour favoriser le changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point? La question était, quelles sont les motivations... quelles sont les motivations psychologiques derrière la résistance au changement? Eh bien, les motivations psychologiques, ici, on voit que ça peut être un peu la fierté, hein, le manque de... Comment on appelle ça? Le manque d'humilité. Dans le cas de Sheila, elle vient elle prétend avoir changé parce qu'elle a un besoin. C'est soit elle dort chez sa fille ou soit elle dort à la rue. Mais est-ce que dans son cœur, est-ce que dans sa tête, elle a vraiment changé? Non. Dans son cœur, au fond d'elle, elle ne reconnaît pas que le comportement destructif psychologiquement qu'elle a eu envers sa fille était mauvais. Donc, son ego entre en jeu. Ce qui nous porte vers la question 2 qui était, rappelez-vous, comment la conscience de soi et la défense de l'ego entrent-elles en jeu dans le processus de changement? On va voir ça dans la partie 2. Donc, reconnaître les modèles, les signes révélateurs de la résistance. Les modèles de comportement servent de miroir reflétant l'état actuel d'un individu. Que ce soit dans des amitiés ou des relations amoureuses, les premières étapes présentent souvent une version idéalisée. Au fil du temps, des défauts authentiques, des blessures et des insécurités émergent, dévoilant la vraie personne. Le facteur crucial est de savoir si la personne est prête à assumer la responsabilité de ses modèles. Donc, dans le cas de Sheila et Marjorie, c'est le premier jour. Marjorie dit, ok, tu peux rester avec moi. Elle a un peu pitié de sa mère. Elle ne veut pas que sa mère dorme dehors et tout ça. Elle reste. Donc, les premiers jours, la mère, elle est super gentille et elle aide, etc., etc., etc. Mais vous savez ce qu'on dit, chasser la nature et elle revient au galop. Avec le temps, la mère commence à devenir de plus en plus critique. Elle commence à agir comme si la maison, c'était chez elle. Elle commence à changer les meubles, changer la place des meubles. Vous savez, oh, ça, c'est trop près ce canapé, c'est trop près de la fenêtre. Oh, la télé, elle n'est pas bien placée ici. Il faut rajouter un pot de fleurs ici. Il faut enlever ce truc ici. Elle commence à s'installer petit à petit comme si c'était chez elle. Et non seulement il y a cette installation physique, mais aussi psychologique. Elle commence à se comporter de manière psychologique comme si la maison de Marjorie était en fait sa maison. Elle est en train de recommencer le plan qu'il y avait chez eux avant, quand Marjorie habitait chez elle. Et redevenir autoritaire. Son ego est tel que quand Marjorie essaie de la faire redescendre sur terre, de la faire revenir à la réalité, et t'es chez moi, tu te comportes pas comme ça, tu changes pas mes meubles, tu ne me parles pas comme ça, tu ne fais pas ça, ça ne se fait pas. Quand tu es chez quelqu'un, même si cette personne c'est ta fille, tu dois avoir un certain niveau de respect et d'humilité. Ce n'est pas chez toi. Point à la ligne. La négativité, la défensive et le refus d'accepter la responsabilité dressent un tableau clair d'une personne comme Sheila qui est résistante au changement. Dans sa tête, c'était elle l'empereur ou l'impératrice. Enfin, elle se comportait comme ça. C'était l'impératrice Sheila dans son royaume qui est dans son appartement, sa maison. Et Marjorie, c'était son sujet. C'était la plèbe. C'était
une paysanne minable qu'elle pouvait maltraiter. Et elle est en train de recommencer ce schéma maintenant qu'elle est dans la maison de sa fille. Parce que c'est le seul schéma qu'elle connaît et c'est le schéma où elle est à l'aise, elle est confortable et ça la valorise. Donc, identifier et aborder ce genre de schéma devient crucial pour la croissance personnelle. Elle, Marjorie, enfin Sheila, la mère, n'a pas été capable de reconnaître que son comportement, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec. Donc, il est essentiel pour quelqu'un comme Marjorie, la victime, de naviguer efficacement à travers ce genre de danger. Elle pourrait engager des conversations ouvertes et honnêtes et mettre aussi des limites sur le comportement de sa mère. Donc, comment est-ce que cela peut se traduire dans la vie réelle? Ces deux femmes habitent ensemble et la mère commence à prendre trop d'ampleur, trop d'autorité. Elle commence à devenir très négative, méchante comme elle avait l'habitude d'être. Donc, Marjorie doit poser des limites à sa mère. Elle doit lui rappeler que je ne suis plus chez toi. Un, je ne suis plus une enfant. Deux, je ne suis pas chez toi. Et toi, tu ne me maltraites pas dans ma propre maison. Autrement, je te mets dehors. Elle doit poser des limites claires. Et dans tous les aspects de la vie, là, je parle de niveau famille, même dans l'aspect amoureux et même au niveau travail. Vous ne pouvez pas rester là. Enfin, c'est à vous de voir. Au niveau travail, c'est un peu délicat. Mais dans l'ensemble, si votre patron vous maltraite, vous lui rappelez qu'il y a des lois contre ça. Vous lui rappelez que cette histoire, ça va finir au tribunal. Mais vous, avant de commencer ça, vous devez accumuler un maximum de preuves. Il y a une vidéo où j'en parle. Regardez bien mes vidéos. Il y a une vidéo où je parle de comment procéder. Par exemple, essayez toujours d'avoir des communications via email où vous gardez les preuves. Par exemple, il vous a dit le rendez-vous jeudi, c'est à 10 heures. Alors que vous savez que le rendez-vous jeudi, c'est à 8 heures. Donc, il est en train de vous mentir. Il essaie de vous induire en erreur. Donc, vous lui envoyez un email. Ah, je confirme que vous m'avez dit, est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'avez dit que le rendez-vous jeudi était à 10 heures? Comme ça, vous avez la preuve qu'il vous a menti devant le tribunal. Euh, non, 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 il m'avait dit le rendez-vous jeudi était à 10 heures alors que c'était à 8 heures. Enfin, des trucs comme ça. Vous devez toujours avoir des preuves. C'est très important. Faites votre James Bond, hein, ayez vous savez, les stylos caméra, les stylos micro, des trucs comme ça. Faut vous protéger dans la vie. Et par exemple, le monde du travail, c'est un monde qui peut être vraiment sauvage, hein, d'une certaine manière. Donc, vous trouvez des moyens de vous protéger. Donc ici, on parle de l'ego. L'une des raisons pour lesquelles le narcissique ne va pas changer, c'est son ego. Il refuse de croire qu'il a tort. Dans sa tête, il est tellement parfait, il est tellement magnifique, il est tellement génial qu'il ne peut pas avoir tort. Ici, on voit ça dans le cas de Marjorie et sa mère. La mère de Marjorie, Sheila, recommence les mêmes délires qu'elle faisait quand Marjorie était chez elle. Mais ici, ce n'est pas chez elle. Il faut qu'elle apprenne à se comporter. Marjorie est assez gentille pour la loger. Donc, elle ne peut pas comporter ça. Mais son ego rentre en ligne de compte et l'ego est tellement grand que elle refuse d'accepter, je vais dire Sheila, elle refuse d'accepter que son comportement est problématique. Ce qui nous amène à la question numéro 3 qui est, rappelez-vous, la question 3 c'était en quoi l'empathie peut-elle être un catalyseur ou un obstacle au changement? Donc, Sheila compte sur l'empathie naturelle de sa fille. Souvent, les narcissiques vous font du mal parce qu'au fond, ils savent que vous êtes une personne gentille. Et vous allez avoir de l'empathie, vous allez les pardonner. Donc, les gens qui vous font du mal, que ce soit des narcissiques ou des psychopathes ou des machins ou des nananana, dans 98% des cas, ils vous font du mal parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de conséquences. Ils continuent à vous faire du mal parce que, un, vous êtes trop bête pour réagir ou, enfin, whatever, il n'y aura pas de conséquences. Donc, le point numéro 3 ici, c'est le rôle de l'empathie pour vaincre la résistance. Dans le cas de Sheila, la mère, elle a un manque d'empathie profond pour sa propre fille. Donc ça, c'est une barrière supplémentaire contre le changement. On a parlé de la première barrière qui était l'ego. Elle a un ego gros comme un bus. Et en plus de ça, elle n'a pas d'empathie. Elle ne se rend pas compte que, un, elle a fait souffrir sa fille quand la fille était enfant, adolescent, etc. C'était pas une mère modèle.
Et deux, maintenant, sa fille essaie de reconstruire sa vie. Ne viens pas gâcher la vie de cette jeune femme. Et c'est ce qu'elle vient faire. Petit à petit, c'est comme de l'arsenic dans de l'eau. Vous ne pouvez pas boire. Elle fait ça dans la vie de sa propre fille. Cela montre que quelqu'un comme Sheila n'est pas capable de changer, ni d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un d'autre. Elle n'a pas le désir de travailler sur elle-même, sur le côté problématique de sa personnalité. Elle ne veut pas reconnaître un conflit, le conflit qu'elle est en train d'établir entre elle et sa fille. Et elle n'a aucune aspiration sincère au changement. Elle prétend, rappelez-vous, quand elle sonne à la porte, là, le premier jour, elle prétend qu'elle a changé. Elle prétend qu'elle veut changer, qu'elle va travailler dessus. Mais petit à petit, plus elle est à l'aise, plus elle est confortable, plus le masque tombe. En conclusion à la question, est-ce que le narcissique peut vraiment changer pour vous? Il y a de très rares cas où la réponse va être oui. Mais ça, c'est un cas sur 100. C'est souvent quand la personne est au bord aux frontières de la mort, sur son lit de mort, tout à coup, là, elle se rend compte que ça ne sert à rien de continuer à être méchante, parce que de toute façon, elle va passer à l'autre côté. Et là, elle revient sur Terre et elle reconnaît qu'elle a eu tort. Mais même ça, c'est rare. Donc, je dirais que la réticence au changement est profondément enracinée dans les dynamiques psychologiques, telles que la conscience de soi et le manque d'empathie. C'est ce que le narcissique a, la conscience de soi en fait, l'ego. L'ego est gros comme un bus et il n'a pas d'empathie. Lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui est résistant au changement, il est crucial d'évaluer ces éléments de manière objective. Cependant, on doit également reconnaître les complexités impliquées, car quelques rares fois, ces modèles peuvent évoluer. Il arrive des temps où une personne narcissique peut changer, mais ça, il ne faut pas trop y compter, il ne faut pas rêver. C'est extrêmement rare. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le narcissique a vraiment changé pour vous? Est-ce que la mère de Sheila a vraiment changé pour Sheila? Non. Elle a fait semblant de changer au début, quand elle avait besoin d'un logement. Mais même quand elle a eu ce logement, et qu'après quelques semaines et qu'elle est devenue à l'aise, sa vraie personnalité a commencé à faire surface. Donc, il est extrêmement difficile pour un narcissique de changer. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Il y a quelques très rares cas où la personne a changé, mais bon, ben, il y a quelques très rares cas où les gens gagnent au loto aussi. Donc, vous n'allez pas faire votre budget de l'année en espérant que vous allez gagner 10 millions au loto. Le narcissique doit faire face à son ego et il doit aussi faire face à son manque d'empathie. Et il n'a pas assez d'humilité pour le faire. C'est des gens qui ont une très haute idée d'eux-mêmes. Donc, est-ce que le narcissique a-t-il vraiment changé pour vous? Oui et non. Oui, dans le sens où il a fait semblant de changer pour obtenir quelque chose qu'il voulait de votre part. Dans le cas de la mère de Marjorie, elle a fait semblant de changer parce qu'elle voulait un logement. Et non, parce que sa personnalité narcissique a toujours été là. Vous savez ce qu'on dit en anglais, on ne peut pas changer, comment on appelle ça, les taches sur la peau d'un léopard. On ne peut pas changer. C'est là, ça va rester. Donc, en français, on dit plutôt chasser la nature et elle revient au galop. Donc, non. Faut pas se faire trop d'illusions. J'ai dit, il y a quelques rares cas où le narc va changer, mais les trois quarts du temps, c'est non. Ils vont faire semblant pour obtenir ce qu'ils veulent, mais une fois qu'ils seront à l'aise avec vous, qu'ils auront eu ce qu'ils veulent, ils seront confortables, la nature va reprendre le dessus. Leur nature va reprendre le dessus. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Soyez assurés que ce sera aussi utile à une personne que vous connaissez. Donc, c'est pour ça que je vous invite à la partager et aussi à liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore et à bientôt.